Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Il ne pleut plus comme avant à Ziguinchor. Ce constat est confirmé par le régional de la météo. Le changement climatique est la principale cause de cette situation, à en croire Ibrahima Diallo, que vous entendrez dans ce journal. Ce n'est pas le parfait amour entre les mairies de Sindian et de Oulampan. Une affaire d'arbres coupés dans la forêt située entre les deux communes serait à l'origine de ce désamour. Lamine Badiane, le correspondant du groupe Média du Sud dans le département de Bignona, nous en dira plus dans ce journal. La rubrique Société, l'actualité internationale, la page des sports et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Les premières gouttes de la présente saison des pluies sont tombées dans la nuit du 6 au 7 juin 2018 à Ziguinchor. Mais depuis quelques années, les précipitations se font de plus en plus rares dans cette partie sud du pays. Les changements climatiques sont à l'origine de ce constat, selon Ibrahima Diallo, chef de service régional de la météo. Nous l'écoutons au micro de Eva Sagna. Pour la journée du 6 juin 2018, la région de Ziguinchor a enregistré ses premières pluies. Presque toute la région a été arrosée. À titre d'exemple, on peut citer Ziguinchor qui a eu 7,6 mm, Niaguis 9,8, Niassia 15 unités, Tendouk qui a enregistré la plus grande quantité avec 31 mm. Mais il faut faire attention avec ces quantités, car ces quantités ne sont pas encore utiles à l'agriculture, c'est-à-dire ces quantités ne permettent pas de semer. Donc nous leur demandons d'attendre, parce que pour semer dans cette zone, nous avons des critères. On peut dire que la saison a débuté, mais elle n'est pas encore installée carrément pour que, par exemple, les producteurs, les cultivateurs, les paysans peuvent semer. Une affaire d'arbres coupés à la frontière entre la commune de Sindian et celle d'Oulampan refroidit les rapports entre les maires des deux collectivités territoriales, toutes de l'arrondissement de Sindian. Les uns accusent, les autres démentent et précisent. Suivons ce reportage de Lamine Badiane. Une histoire de coupe d'arbres divise la commune de Sindian et celle de Oulampan, et le maire de Sindian est monté au créneau pour accuser son collègue. C'est un problème de coupe de bois sans autorisation. Vous savez, au lendemain des événements de Bofa Bayot, le chef de l'État et tout le gouvernement ont une mesure courageuse et énergique de suspendre les permis de coupe de bois dans les forêts. Malheureusement, mon collègue le maire de Lampan s'est manifesté par des actions de coupe de bois dans notre zone. C'est lui-même en personne qui est venu opérer avec des véhicules, avec des tronçonneuses, avec tout un arsenal là. Bon, quand j'ai essayé de faire les bons offices en vain, j'étais obligé d'actionner la justice, et c'est ainsi que j'ai fait déposer une plainte contre X. L'autre camp n'a pas mis du temps pour réagir et reconstituer les faits. Le problème est parti de la carrière parce que la route est en train d'être faite depuis les années, tout le monde sait. On vient de finir la commune de Sindian et on commence la commune de Oulampan. Un problème de carrière s'est posé. Donc, les Kail Cédra qui ont été abattus par les travailleurs de la route, les deux villages se tiraillaient. Donc, Tankoron dit que ça, c'est les arbres là, c'est pour eux. Et Gunguloun disait que c'est pour eux. C'est en ce moment que le maire a saisi en tant qu'autorité de la localité qu'il a demandé une force pour tirer ces troncs-là et garder ces troncs-là sont là-bas. Les 5 troncs sont là-bas sur les lieux. Mieux, la partie de Lampan crie au complot et recadre le maire de Sindian. Mais Brabé ne peut pas prendre l'arrondissement de Sindian en otage. Étant à Dakar, nous, on entend à travers les radios les déclarations incendiaires qui compliquent la situation de l'arrondissement. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une dynamique de paix. Pour en comprendre, c'est une cabale montée, que c'est un complot que l'autre organisé par le maire de Sindian. Parce que quand on finit Sindian, on va entrer dans le Lampan, il crée des situations. Cela veut dire quoi?
Il faut créer des problèmes au niveau de la commune de Oulampane, et ce que les populations de Oulampane ne peuvent pas entendre, ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas le tolérer. Parce que la politique, c'est la politique. Il ne s'agit pas de ton intérêt personnel pour engager tout ton intérêt d'une communauté. Au demeurant, les partisans du maire de Oulampane appellent au calme, à la sérénité et invitent l'autre partie à savoir raison garder pour l'intérêt exclusif des populations du Fogny qui ont assez souffert du conflit casamassé pour qu'on en rajoute une autre couche de tension inutile. Le programme d'appui au développement économique et social du Sénégal, PADES, va bientôt réaliser à Sédhiou des infrastructures sociales de base intervenant dans les régions de Kaolack, Dakar et Sédhiou. Ce projet va appuyer les groupes vulnérables à travers des financements et des subventions, suivant les explications de Mme Diop Aïssatou Ba, la coordonnatrice du projet au micro de Lamine Diop. Pour la région de Sédhiou, il est prévu de réaliser 16 infrastructures, des écoles complètes, primaires, des centres d'éveil communautaire, des postes de santé et des foyers de la femme. Et le processus est déjà avancé et nous allons très prochainement vers le lancement imminent de recrutement des entreprises. Mais parallèlement, nous avons lancé d'autres chantiers liés à la dimension économique du programme. Donc par les études préalables qui doivent aider à asseoir le programme dans un bon cadre de démarrage, méthodologique de démarrage, donc à travers l'élaboration de la stratégie de financement du programme, mais aussi à travers des études filières pour un peu booster l'économie locale et insérer nos groupes dans le tissu économique local, impacter davantage sur la construction du tissu économique et social de Sédhiou. Mais aussi, nous avons comme ambition de soutenir les groupes vulnérables qui sont inscrits dans le registre national unique dans leur processus d'autonomisation. La stratégie de ciblage et des outils de collecte figurent parmi les grands axes de recommandation du gouverneur de région en charge du développement. Au micro de notre reporter, il revient également sur le choix de potentielles filières telles que bananes, anacardes, miel et pisciculture. Latir Ndiaye est interrogé par Lamine Diop. La recommandation fondamentale qui a été formulée, c'était au-delà des familles qui sont visées, de prendre en compte les organisations, les structures où l'on retrouve ces groupes vulnérables, c'est-à-dire les organisations de femmes, les organisations de jeunes, les organisations de personnes handicapées, de les prendre également en compte comme potentiels bénéficiaires. L'autre recommandation, c'était un peu d'améliorer et d'alléger les outils de collecte qui seront utilisés pour identifier les groupes vulnérables et les familles en tenant compte des réalités et en étant le plus objectif possible pour qu'on ne se trompe pas, en tout cas, de bénéficiaires au terme du processus. Sur le potentiel économique également, les résultats ont été largement partagés. C'est la filière anacarde, c'est la filière banane, c'est la filière piscicole et c'est la filière miel. Ces filières seront prises en compte dans le cadre de l'étude et dans l'intervention future du programme. Place maintenant à la rubrique Société présentée par Eva Sagna. Chers internautes de GMS.sn, amis auditeurs de la 89.3 FM, bienvenue dans votre rubrique Société. Nous allons parler société comme chaque vendredi. Pape Ibrahima Sagna, âgé de 30 ans, un individu qui se faisait passer pour le petit-fils de Cheikh Ibra Fall, a été lynché samedi dernier par une foule de personnes au quartier Grand-Bourg démasqué. Le faux-fils de Cheikhouna Mbacké a échappé à la mort. Son portable et ses 2 cartes d'identité différentes ont été saisis. Depuis ce jour, ses disciples disséminés un peu partout à travers le monde appellent pour lui réclamer les hadiyas de la Korité. Et puis, des migrants avaient quitté la ville de Thiès à bord d'une embarcation de fortune pour les îles Canaries avant de tomber en panne non loin des côtes mauritaniennes de Nouadhibou. Le capitaine a pris la fuite et les passagers ont été récupérés par la marine mauritanienne. Informé, le gouvernement mauritanien a aussitôt ordonné l'expulsion de ces derniers.
Une partie du pont de Savoigne, située à une trentaine de kilomètres de Saint-Louis, s'est effondrée au moment où un véhicule 4x4 traversait l'infrastructure inaugurée en 1964. L'accident a failli coûter la vie aux 2 occupants du véhicule sauvés de justesse. S'est produit vers 2 h du matin. Le Bureau des relations publiques de la police nationale a procédé ce mercredi à la remise de dons destinés à la population carcérale du camp pénal pour la commissaire Tabara Ndiaye, chef du Bureau des relations publiques de la police nationale. Si ces détenus sont aujourd'hui dans les liens de la détention, c'est grâce au travail de la police nationale. C'était votre rubrique Société. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain dans une autre rubrique avec d'autres actualités. Au revoir. L'actualité internationale de ce vendredi 8 juin 2018 nous mène en Centrafrique, au Canada et en France. 38 membres d'un groupe d'autodéfense autoproclamé de Bangassou arrêtés en mai en République démocratique du Congo vont être extradés à Bangui, a annoncé jeudi à l'AFP le ministre centrafricain de la Justice Flavien Mbata. Parmi les membres de ce groupe arrêté le 16 mai figure leur chef Pino Pino. Il pourrait être impliqué dans une attaque à l'encontre de casques bleus de la MINUSCA à Bangassou. Depuis 2013, la quasi-totalité du territoire de la Centrafrique vit sous la coupe de groupes armés et de milices qui commettent d'innombrables violences et exactions. En 42 ans d'existence, le G7 s'apprête à vivre un sommet plus tendu que jamais vendredi 8 et samedi 9 juin au Canada, alors que les politiques non coopératives du président américain Donald Trump menacent de causer une guerre commerciale mondiale et de profondes divisions diplomatiques. Donald Trump, qui a promis de protéger l'industrie américaine de ce qu'il décrit comme une concurrence internationale injuste dans le cadre de son programme America First, a décidé d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Canada, du Mexique et de l'Union européenne. Enfin, en France, 2 ans et demi après les attentats, les familles de victimes ne comprennent toujours pas pourquoi on a empêché sur ordre 8 militaires de l'opération Sentinelle présents devant le Bataclan d'intervenir. Nous voulons une réponse précise, a expliqué à l'AFP l'une des avocates, Samia Martouf, confirmant une information du Parisien. On leur a interdit une intervention physique, c'est-à-dire de rentrer dans le Bataclan, mais aussi le prêt de matériel médical de premier secours à des policiers, a-t-elle affirmé, estimant qu'on n'aurait peut-être pas empêché la mort de 90 personnes, mais au moins évité des hémorragies qui ont donné la mort. À présent, nous ouvrons la page des sports avec Mafou Kouyaté. L'équipe de Dakar Sacré-Cœur a validé son maintien en Ligue 1 grâce à sa victoire 2-1 ce jeudi sur Génération Foot en match retard. Avec ce succès, l'équipe de Dakar Sacré-Cœur compte 37 points plus 8 avec un match en retard. À une journée de la fin du championnat, seules les équipes de Casa Sport 34 points plus 3, de Niartali 33 points moins 6 et de Djamba 31 points moins 1 sont concernés par la lutte pour le maintien. La relégation en Ligue 2 est déjà actée pour Djedjeway Pro, 11 points moins 36 et l'équipe de l'Union Sportive de Ouakam qui a battu 2-1 ce jeudi, 7 de Stade de Mbour en match retard. Avec ce succès, l'Union Sportive de Ouakam compte 11 points moins 38. L'équipe nationale va disputer son deuxième match de préparation contre la Croatie aujourd'hui au station Gradski VRT de Osijek. Les dernières sorties des Lions n'ont pas été convaincantes. Ils ont aligné 3 nuls face à l'Ouzbékistan, un but partout, la Bosnie 0-0 et le Luxembourg 0-0. Des équipes qui ne sont pas qualifiées à la grande messe du football. À 6 jours de la Coupe du Monde, la bande de Cheikhou Kouyaté doit montrer un visage plus convaincant afin de rassurer les Sénégalais. 5-3-2, 3-5-2. 4-2-3-1,
4-3-3 et 4-2-2, autant de systèmes testés par Aliou Cissé sans grand changement dans le jeu des Lions, qui reste peu convaincant. L'équipe a inscrit un seul but sur ses 3 derniers matchs. Le Sénégal va jouer avec la meilleure équipe possible son match de préparation contre la Croatie. Ce vendredi à Osijek, a déclaré le sélectionneur national Aliou Cissé en conférence de presse que nous écoutons. L'enjeu de ces matchs-là, je le dis et je le répète aussi, reste la préparation. Et comme je l'ai dit, les 32 équipes qui sont là préparent leur premier match. Je crois qu'aujourd'hui, si on me demande entre perdre le match contre la Croatie demain et gagner contre la Pologne, mon choix est déjà fait. Je préfère perdre demain contre la Croatie et gagner contre la Pologne. Mais comme je l'ai dit, la préparation doit aussi être suivie des matchs amicaux. On a choisi vraiment des matchs très difficiles, que ce soit le Luxembourg, que ce soit la Croatie qui est une très belle équipe, et que ce soit aussi la Corée du Sud, comme vous le voyez aussi, qui est une très belle équipe. Mais comme je le dis, aujourd'hui, les nations qui préparent la Coupe du Monde se préparent. On est en phase de préparation. On ne sait pas comment l'adversaire a pu se préparer. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de nous concentrer sur ce que nous sommes capables de faire, sur ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, comme je dis, aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde, il n'y a pas une petite équipe. Le Sénégal n'est pas une petite équipe. Le Sénégal est une grande équipe. Cette équipe de la Croatie est capable de jouer en attaque rapide, est capable de jouer en contre-attaque aussi. Je crois qu'ils excellent beaucoup sur tout ce qui est contre-attaque et attaque rapide. Ils ont des joueurs comme Andrix, des joueurs comme Ratiki qui sont aujourd'hui à un niveau mondial. Bon, mais le Sénégal aussi a des arguments à faire valoir. Balla Gaye de Modulo, c'est dans la poche. Les deux lutteurs vont s'affronter une deuxième fois pour le drapeau du président Macky Sall. Le combat est organisé par Gaston Mbengue et aura lieu le 25 décembre 2018 ou le 1er janvier 2019 d'après Sunulamb, qui précise, citant des sources concordantes, que le promoteur préfère la deuxième date plus proche de la prochaine présidentielle du 27 février prochain. Un repère pour le parrain qui mettra son fauteuil en jeu. Interrogé par le journal spécialisé, Aziz Ndiaye, son agent, confirme que Balla Gaye 2 a signé un contrat pour en découdre avec Modulo la saison prochaine. Voici les quelques résultats et programmes des matchs amicaux. Match joué hier jeudi 7 juin 2018. Corée du Sud, Bolivie 0-0. Angleterre bat Costa Rica 2-0. Portugal bat Algérie 3-0. Islande et Ghana se partagent les points 2 buts partout. Uruguay bat Ouzbékistan 3-0. Ce vendredi, au programme pour les matchs amicaux, Iran jouera contre la Lituanie, Chine jouera contre le Japon, Allemagne fera face à Arabie Saoudite, Pologne jouera contre Chili et à 14h temps universel, Croatie jouera contre le Sénégal. Au programme samedi 9 juin 2018, Hongrie jouera contre Australie, Espagne fera face à la Tunisie, Suède jouera contre Pérou, Estonie jouera contre Maroc, Danemark, Mexique et la France fera face aux États-Unis. Ça sera demain samedi 9 juin 2018. Comptant pour les matchs amicaux de préparation pour la Coupe du Monde Russie 2018. C'est l'heure d'accueillir Sissa Okoli pour la revue de la presse. Bienvenue. Le cafouillage autour du retrait par le gouvernement de la loi portant parrainage des candidatures à la présidentielle sénégalaise après une rumeur qui a pris cette décision pour celle concernant le retrait de la loi sur le code électoral domine la une des quotidiens sénégalais paru vendredi. Traitant du cafouillage autour du retrait de la loi sur le parrainage, Sud Quotidien indique que Aly Ngouille Ndiaye recadre l'opposition porte en touche. La loi constitutionnelle n'est pas retirée, elle a été votée et promulguée. Le retrait vise plutôt le projet de loi portant révision du code électoral. C'est pour donner une chance au comité ad hoc chargé des conditions du parrainage, explique le ministre à côté des opposants Bamba Dièye et Mamadou Diop Decroix qui parlent de diversion. À propos du retrait annoncé de la loi sur le parrainage, Le Soleil parle d'une intoxication et précise que la dite loi est promulguée depuis le 11 mai 2018 et publiée dans le journal officiel, ce qui n'invalide pas totalement certaines analyses comme quand Vox Populi affiche à sa une en quête d'une large consensus, le chef de l'État retire le projet déposé à l'Assemblée nationale. Vox Populi également, dans le souci de compléter cette annonce, cite une mise au point du ministre de l'Intérieur selon laquelle cette loi a été bel et bien promulguée depuis le 11 mai 2018. Mais dans un souci de poursuivre le dialogue sur cette importante réforme pour l'approfondissement de la démocratie, poursuivre les services de Aly Ngouille Ndiaye, le gouvernement a demandé le retrait du volet de ce projet traitant des modalités d'application de la loi constitutionnelle
L14-2018. Pour le quotidien LAS, Macky Sall veut rectifier le tir. C'est acté. Le président de la République a retiré de la table de l'Assemblée nationale le projet de loi portant révision du code électoral. À travers ce geste, Macky Sall veut rectifier le tir en confirmant sa volonté de dialoguer avec l'opposition avant la mise en œuvre du parrainage sous sa nouvelle forme, écrit le journal. Il donne à son tour la parole au ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui donne les raisons de ce retrait, soit les mêmes précisions évoquées par les quotidiens déjà cités. Revenant sur la dette de 14,5 milliards du gouvernement aux écoles privées, l'AS informe que Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, renvoie les créanciers à la loi finances rectificative. Rappelant que le système de santé est paralysé depuis 3 mois, enquête affiche le ras-le-bol des patients. En sport, Stade parle du match amical Sénégal-Croatie ce vendredi à 16h et estime que c'est un avant-goût du mondial, à côté du soleil qui fait état d'un test grandeur nature pour les Lions. Bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.